Bonjour à tous. Aujourd'hui, il est plus qu'important que nous, Africains, nous puissions nous-mêmes nous prendre en main et nous puissions travailler main dans la main afin de pouvoir avoir une Afrique prospère, une Afrique souveraine. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, c'est la question de nous montrer comment est-ce que le Gabon peut adopter l'agriculture biologique sur tout le territoire. Et l'une des choses qui est importante, c'est que j'ai la ferme conviction que le Gabon est et sera l'Eldorado en agriculture biologique, si et seulement si la plupart prennent d'abord conscience, parce qu'ils ont un environnement tellement favorable pour la production de l'agriculture biologique, et cet environnement ne souffre de rien. À l'instant où je parle, il est important que nous puissions donc repartir les différentes zones agroécologiques que repose donc le Gabon. En allant sur la base des différentes zones forestières, nous avons généralement deux types de zones ici. On a donc les zones forestières et les zones de savane. Et lorsqu'on regroupe donc en zones forestières et zones de savane, par rapport à l'altitude, nous avons donc les zones forestières de haute altitude et les zones forestières de basse altitude. Nous avons les zones de savane de haute altitude et les zones de savane de basse altitude, ce qui nous fait au total 4 zones agroécologiques. Comment est donc reparti dans ces zones agroécologiques au niveau donc du Gabon? La première zone que nous avons appelée ici la zone 1, forestière de basse altitude, elle prend en compte toutes les provinces de l'estuaire, comme nous avons ici Libreville et différents environs. Nous avons aussi la zone de Moyen Togoué, excepté le mont Cristal situé à gauche de la route de Nolé-Lalara. Donc, la zone 1 forestière qui prend le Moyen Togoué, excepté le mont Cristal. Nous avons aussi la Gounoué, qui prend donc le nord de la province, qui prend Dendé vers Mouala et Fogabou aussi. Nous avons Logoué Lolo, qui prend en zone, donc la zone en bordure vers Lastroville et Koulamoutou. Et enfin, nous avons Logoué Maritime, qui prend toute la province. Donc, les zones forestières donc, de basse altitude, c'est celle que nous venons de citer. Nous avons la deuxième zone qui est la zone forestière de haute altitude qui prend donc l'Angounié et la partie d'Angounié qui est prise ici, là c'est le massif de Chalui, la région de Bingu et de Mimongo. Nous avons aussi la zone qui commence à peu près de Lambaba vers les deux axes routiers, donc nous avons la zone forestière de haute altitude. Ensuite, nous avons la troisième zone, la zone de savane de basse altitude qui prend donc la Nyanga, savane des plaines de la Nyanga qui est située entre le massif montagneux de Mayobé et de Ligoudou. Et enfin, nous avons Ligoué Ivondo qui prend donc la zone de basse altitude des savanes de la Lopoué située à l'ouest de Boué. Enfin, la quatrième zone, la zone de savane d'altitude, nous avons donc toute la savane du Haut-Ogoué, Mwanda, Franceville ainsi que le plateau de Bateki. Donc, et aussi la dernière remarque que nous avons fait par rapport à ça, c'est que les régions de savane de Mouela et de Dendé, qui est dans la Gounoué, constituent un cas intermédiaire entre la zone 1 et la zone 3 que nous venons donc de voir, c'est-à-dire la zone forestière de basse altitude et la zone forestière et la zone de savane de basse altitude. Donc, lorsque nous avons donc la répartition, comment est-ce que se répartit donc la pluviométrie dans ces différentes zones? Nous allons voir que la zone forestière de basse altitude, elle a une altitude qui va de 300 à 350 mm au-dessus et la pluviométrie est supérieure à 1600 mètres carrés. Donc, la pluviométrie elle est bimodale dans ces différentes zones-là, deux saisons, c'est deux saisons pluvieuses. La zone 2, altitude supérieure à de 350 à 400 mm et la pluviométrie est supérieure à 1600 durant l'année et la répartition est plus identique à la zone 1, à savoir régime bimodal avec deux saisons sèches et deux saisons pluvieuses qui va de janvier à février et la saison sèche est plus marquée en janvier et février et aussi à partir du mois de août-septembre. Donc, la zone de savane de basse altitude, on a la zone inférieure à 300 mm et une pluviométrie qui est supérieure à 1600 mètres et cette zone est subdivisée donc à deux comme nous l'avons vu. Et enfin, la zone de savane d'altitude qui est supérieure à 300 mm et une pluviométrie de 1700 à 1900 mm d'eau par an. Maintenant, quels sont alors les atouts que regorge donc le Gabon en agriculture biologique et le point à mettre l'accent par rapport à cela? La première des choses, c'est que, comme je l'ai dit, le Gabon représente l'Eldorado de l'agriculture biologique. Ça, c'est un fait. Et le Gabon aussi, contrairement à plusieurs autres pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, regorge naturellement d'un taux de matière organique largement au-dessus de la moyenne. Parce que lorsqu'on est la moyenne pour la production de matière organique dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, on tourne autour de 2,4% et contre une moyenne de 4,2% sur l'ensemble du territoire du Gabon, ce qui est un fort potentiel pour l'adoption de l'agriculture biologique. Donc, ce qui fait que le Gabon reste l'un des pays où nous pourrons plus faire plutôt le maintien de la fertilité et non la reconstitution. Le Gabon a un climat et une végétation qui permet de reconstituer rapidement l'humus et la litière. Nous l'avons vu tout à l'heure par rapport à la quantité d'eau, nous l'avons vu tout à l'heure par rapport à la répartition de la pluviométrie que nous avons dans les différentes régions et aussi même par rapport à l'altitude qui n'est pas assez élevée. Le Gabon aussi de manière générale a une large diversité de plantes pouvant servir à la production. Donc vous voyez que ces différentes plantes et diversités vont permettre à faciliter l'adoption de l'agriculture biologique.
Et aussi, au niveau de la prévention des maladies, on aura beaucoup plus l'accent à mettre sur les champignons et les bactéries qui sont les points à mettre sur lesquels on pourra beaucoup travailler pour réussir donc l'agriculture biologique et la disponibilité des ressources locales qui sont abondantes, comme nous allons voir par la suite de cette vidéo. Lorsque nous allons parler donc des différentes fermes qui doivent mettre en place, nous avons un certain nombre de plantes qui doivent adopter autour de leur champ afin de faciliter l'adoption de l'agriculture biologique. Parce qu'on a tendance à penser que l'agriculture biologique n'est que la fertilisation ou le traitement, mais il y a l'ensemble de mise en place des différents paramètres. Et parmi ceux-là, on va conseiller donc aux agriculteurs de pouvoir introduire le nimier, le gliricidia, le moringa, les feuilles de papaye, le nimier pour pouvoir lutter contre les insectes, le gliricidia pour qui on permet de pouvoir apporter donc de l'urée de manière naturelle, le moringa comme biostimulant, les feuilles de papaye qui vont permettre de lutter contre les maladies fongiques. Nous avons les rachis de banane qui pourront aussi utiliser ici là, qui vont permettre à ce qu'on puisse fabriquer des fongicides naturels. Nous avons aussi le Titonia diversifolia qui vont permettre de fabriquer les nématicides, les nématifuges, les insectifuges, les engrais fertilisants et enfin le Crotalaria johnson qui est aussi un bon fertilisant et biostimulant, toutefois aussi comme un répulsif naturel. Maintenant, comment fertiliser donc et gérer la fertilisation? Comme nous allons voir, c'est aussi simple. Pour les zones de haute altitude, il sera important de mettre des couverts végétaux, tels qu'on vient de citer, parmi lesquels ces couverts, nous avons donc le mukuna que nous verrons, qui vont permettre à pouvoir éviter l'utilisation des herbicides qui permet de dénaturer rapidement la nature. Il sera aussi important de pouvoir fabriquer donc du compost à partir des déjections animales et autres. Ils pourront aussi fabriquer des engrais de 21 jours à partir d'autres éléments qu'ils pourront valoriser, qui viennent donc des résidus des différentes récoltes. Et comme je l'ai dit, au niveau du Gabon, il y a un problème de maintien et non de reconstitution, raison pour laquelle l'adoption de l'agriculture biologique serait très simple, mais il suffit juste d'être plus malin. Maintenant, ils pourront aussi intégrer ce qu'on appelle les compléments de fertilisation à base donc de plantes, lorsqu'on a donc la fabrication des purins qui pourront être faits à partir des feuilles de marguerite telles que nous l'avons vu, le Titonia diversifolia qui peuvent être intégrés. Ils pourront aussi utiliser ce matériel pour pouvoir booster la croissance et le développement des feuilles et des tiges des racines. Ils pourront aussi faire des différentes jus tels que le jus de vermicompost pour pouvoir permettre donc d'apporter donc un apport ou bien renforcer le système immunitaire, utiliser le thé de compost ou bien des micro-organismes qui pourront être utiles pour donc la production biologique des différents éléments. Et maintenant ici nous allons faire un tableau qui récapitule tout simplement les différents éléments qui peuvent développer. Nous avons le guano qui sont la déjection des chauves-souris dans les zones par exemple comme à Chibanga où nous avions été ou bien à Fugamo nous avons vu des véritables lots de projection où on pourrait donc récupérer le bas guano issu donc des excréments des chauves-souris. Les fientes de poules qui pourront aussi utiliser les poules de sabot de corne, les poils, les plumes qui pourront aussi utiliser, les tourteaux, notamment les tourteaux de tournesol, parce que le tournesol au niveau du Gabon, on a une production, c'est l'une des rares régions, l'un des rares pays au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest où on peut faire la production de tournesol durant toutes les différentes années, tous les différents mois de l'année. Et aussi d'autres sous-produits de transformation qui vont donc aider les produits brassicoles qui vont donc aider à la production donc des nutriments variés. Donc les tourteaux qui vont permettre donc la production donc des différents éléments. Et comment est-ce qu'ils peuvent donc prévenir et traiter les différentes maladies? Déjà, il faudra savoir que la plupart des maladies, que ce soit les pourritures, le flétrissement bactérien, les taches foliaires ou bien les mildious, ils pourront donc fabriquer les micro-organismes utiles, efficaces, à partir de la litière ou à partir des digestions animales qui vont permettre de pouvoir lutter contre cela. Le fait de pouvoir utiliser les feuilles de Neem moringa permettra de pouvoir lutter contre les différents feuilles de papaye, permettra de lutter contre les pucerons, les forêts de tiges, les chenilles et aussi l'utilisation de la Tagetes erecta permettra de lutter contre les nématodes comme ravageurs. Et aussi pour ce qui est par exemple de détection des maladies, des tubercules et autres là, l'utilisation des plantes de couverture telles que les doliques ou bien le mukuna permettra donc de pouvoir éviter donc, les maladies bactériennes ou bien les différentes teiges qui peuvent attaquer les différentes cultures. Et puis aussi, il est aussi important que lorsqu'ils vont vouloir mettre en place un certain nombre de cultures, il sera important qu'ils puissent jouer sur les précédents culturels, céréales, légumes, engrais verts, choux, qu'ils pourront donc alterner donc avec les productions des différentes cultures à mettre en place. Et puis aussi, parfois, ils pourront aussi adopter les différentes rotations des cultures alternées, les productions comme la pomme de terre, le maïs, le haricot, qu'ils pourront donc faire des productions dans ces différentes localités. Donc, voilà un peu ce que nous avions prévu pour la production donc, des différentes adoptions de l'agriculture biologique au niveau du Gabon. Et cette production pourra permettre donc à ce qu'ils puissent valoriser cela. Ils ont beaucoup d'atouts et je pense que cette vidéo les aidera à pouvoir mieux faire une production et avoir un meilleur rendement. Merci.